Merci. Alors, il va y avoir une petite nouveauté sur cette session, c'est que je vais présenter quelque chose qui n'a jamais été présenté, de la prospective. Donc, c'est le scoop. Donc, en fait, dans la prospective, on a fait tout un travail sur les systèmes de connaissances et d'innovation qui servaient à accompagner les scénarios à mettre en place la transition. Et en fait, du coup, on a construit avec des experts dont certains sont peut-être dans cette salle. Oui, dont certains sont dans cette salle. On a construit 3 scénarios, en fait, qui sont des hypothèses un peu générales, qui nous disent quel genre d'accompagnement, de conseils, de conseils agricoles il pourrait y avoir. Quel genre d'activité pour mener l'innovation il faudrait mettre en place dans les différents scénarios. Alors, dans le scénario 1, en fait, qui s'appelle marché global et qui lie cette idée de marché global euh, à une action sur l'immunité des plantes. Donc on a imaginé là que c'est quand même un scénario qui est vraiment basé sur la robotique et l'action sur chacune des plantes pour gérer sa santé. Et donc on a imaginé là qu'il y avait un système de connaissances et d'innovation qui reposait sur la gestion des données. Et du coup, une recherche et développement qui est plutôt centrée sur l'analyse des données plutôt que sur les usagers. Donc, il s'appuie sur l'intelligence artificielle, la robotisation, la gestion des données, avec un conseil qui pourrait, dans ce cas-là, finalement, être plutôt lié les acteurs qui seraient en capacité de donner le conseil, ça serait les gestionnaires de données, donc plutôt un conseil dominé par des entreprises privées de services et qui sont en lien avec la gestion de ces données. Et puis, une nécessité pour les acteurs, et en particulier les agriculteurs, de pouvoir avoir accès et de savoir utiliser ces nouvelles technologies. Donc, la mise en place d'une formation continue pour adultes, pour utiliser l'information qui est produite et aussi les robots. Alors dans le deuxième scénario, scénario microbiome sain, là, en fait, l'idée dans le scénario, c'est vraiment d'avoir cette action à partir du microbiome, de l'eubionte au niveau de la plante, mais aussi de mobiliser, de travailler sur le microbiome des produits transformés, des produits distribués, donc avec, à tous les stades de la chaîne de valeur. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un système de connaissances et d'innovation qui serait étendu à l'ensemble de la chaîne de valeur et donc axé sur les microbiomes. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être en capacité aussi de produire des infrastructures de données et de connaissances sur l'holobionte des plantes, les microbiomes du sol, les microbiomes alimentaires et humains, et aussi réfléchir à d'éventuelles continuités qu'il pourrait y avoir entre ces microbiomes. Là, en fait, le conseil il pourrait être centré sur l'usage des nouvelles technologies. Alors les nouvelles technologies, ça serait les technologies qui permettraient par exemple de suivre, de suivre l'état des microbiomes du sol et donc de comprendre un peu l'interaction entre les plantes, les pratiques culturelles et l'état du microbiome. Et puis, on a imaginé dans ce scénario qu'il y a un dispositif d'apprentissage important à mettre en place qui doit être très contextualisé en fonction des lieux, des cultures. Et donc, il y a une nécessité de mettre en place des plateformes de partage entre agriculteurs. Et dans le dernier scénario, paysage emboîté, donc là, on est plus sur des systèmes de connaissances et d'innovation localisés qui doivent être adaptés au contexte local, en fait, finalement au paysage. Et donc là, on a imaginé des dispositifs tels qu'il en existe déjà, de co-construction de connaissances, de Living Lab qui serait axé sur la diversification des cultures, l'aménagement, la conception et l'aménagement des paysages et le développement de pratiques favorisant la biodiversité, avec des conseillers agricoles dont le rôle pourrait être dans ce cadre-là de favoriser la co-construction des connaissances et des techniques, des plateformes de partage entre agriculteurs pour partager les savoirs pratiques en fait, et puis aussi pour la recherche et le développement, avoir des liens, des réseaux d'échange entre ces centres qui seraient quand même très localisés et très ancrés finalement dans ces territoires.
Voilà, donc c'est tout. Donc c'est une mise en perspective un peu lointaine avec trois directions très différentes de ce que pourraient être les systèmes de connaissance et d'innovation. Et je vais laisser donc à 2050 et je vais m'arrêter là pour ma présentation. Merci. Merci Olivier. Bon, tu as bien introduit la présentation de Julie, projet FAST. Comment se fait la diffusion auprès des agriculteurs? Eh bien, est-ce que tu peux nous répondre, Julie? Non, la réponse est non. Alors, bonjour, je vais vous présenter une partie d'un travail qui a été réalisé dans le cadre de la thèse de Rose de Perrois en collaboration avec Adélaïde Faduil. Mais bon, voilà, comme je suis aussi la coordinatrice du projet FAST, je suis obligée de vous donner quand même un petit aperçu de ce projet, mais ça prendra quelques minutes. Nous, on a une place hyper privilégiée dans le PPR-CPA, c'est qu'on est entièrement dédié aux sciences sociales, et même presque exclusivement à l'économie. On a des sciences de gestion, on a quelques juristes, mais on a toute la latitude et donc pas mal d'argent pour travailler sur certaines préconisations qu'on pourrait faire au pouvoir public si ça les intéresse. Et donc on avait cette idée en 2019, donc on avait écrit ça à l'époque, d'être la courroie de transmission entre les innovations techniques, qui sont par ailleurs donc réfléchies dans les 9 autres projets du PPR, et les politiques publiques. Voilà, avec l'idée que, quelles que soient en fait les innovations techniques, rupture, micro-changement, gros changement, à la limite, peu importe, je le dis sans provocation, ça va coûter de l'argent. Et donc, nous, les économistes, on fournit des solutions pour dire, voilà, ça va coûter de l'argent, la transition écologique, et donc, qui va payer? Et la réponse, le plus souvent, ça pourrait être l'État, par exemple, puisqu'on est un pays riche, ça pourrait être l'État. Et comment on distribuerait l'argent pour que ça soit le plus indolore possible. Donc nous, on est un peu parti sur cette idée-là. Et on a organisé des travaux. Alors, c'est un consortium avec beaucoup de monde, 50 chercheurs à peu près, je ne compte même pas les doctorants. Et on a réparti les forces sur 4 grands axes. Le premier, c'est identifier les nouveaux obstacles de la transition. Alors, d'ailleurs, ça fait 15 ans qu'on sait déjà les obstacles à la transition, mais là, on a quand même des chiffres très précis et on a quantifié quand même sur le contexte actuel. Il y a quand même des obstacles forts. Par exemple, le changement climatique. On a Raja Shakir à sa clé et ses co-auteurs qui mesurent avec précision que dans le cas du scénario RCP 4.5, si on ne change rien, l'usage des pesticides, c'est plus 7, plus 15%. Voilà, c'est mécanique. En raison du réchauffement climatique, ça va se passer comme ça. On a un axe sur forcer l'adoption de nouvelles pratiques. C'est volontairement un petit peu provocateur, mais il faut. Et donc là, dans cet axe, on a Alain Carpentier et ses co-auteurs à Rennes qui nous ont mesuré de manière assez précise que là, dans le cadre actuel, si on bouge rien des systèmes de production actuels, on taxe, on double le prix des pesticides, on va réduire de 30% les pesticides parce que ça va être trop cher, ils vont être contraints de réduire. On leur redistribue la recette de la taxe. Au final, à la hauteur de leur effort environnemental, au final, ils perdraient quelque chose comme 20 € par hectare, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc, on aurait réglé 30% du problème, parce que les quantités diminueraient de 30%. Donc, pour 0 € en l'état, on pourrait régler déjà 30% du problème. Il y a aussi Benoît Grimont-Prez à Poitiers, avec ses co-auteurs, qui explique que si on veut réglementer, si on veut obliger les gens à avoir une alternative, c'est un peu trivial, mais il faut définir juridiquement ce qu'est une alternative. Donc, il expliquerait mieux que moi, mais c'est un casse-tête de caractériser de manière légale ce qu'est une alternative. Et puis on a aussi des gens à Montpellier qui travaillent sur compenser l'effort au juste prix. Évidemment, on a envie de compenser ceux qui font un gros effort environnemental, on a envie de les compenser beaucoup. Ceux qui font un petit effort environnemental, on n'a pas envie de les surpayer, parce que c'est quand même de l'argent public. Et donc il y a des dispositifs d'enchères agro-environnementales qui sont testés dans des expérimentations à Montpellier, qui nous expliquent que les gens ne sont pas réfractaires à ce type de dispositif et que ça serait possible de faire un dispositif coût-efficace pour subventionner les agriculteurs les plus vertueux en France. Et donc j'en viens au dernier axe de recherche, qui est celui que j'ai choisi d'illustrer aujourd'hui, sur les leviers collectifs. Alors cette histoire de diffuser les nouvelles connaissances, elle a déjà été beaucoup étudiée par les sociologues, surtout. Et nous, les économistes, on essaie d'aborder la question d'une manière un peu différente. L'idée, elle est assez intuitive, on l'a lu plusieurs fois. Pourquoi on pense que les gens d'un même groupe, des pairs, dans un même réseau, ils vont adopter un comportement
identiques, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une espèce de norme sociale qui se crée. Donc on pense que les agriculteurs tendent à adopter les pratiques agricoles qui sont largement adoptées dans le groupe social auquel ils s'identifient. Alors attention, cette histoire de norme sociale, ça peut marcher dans un mauvais sens aussi. Hein. Si la norme, c'est épandage à fond les ballons, c'est sûr que c'est peut-être pas la norme qui nous intéresse. Mais si la norme, ça serait par exemple réduire les phytos, ça pourrait être intéressant. On sait aussi par d'autres travaux que la démonstration, c'est un levier important. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils tendent à adopter les pratiques agricoles dont ils ont pu eux-mêmes observer l'efficacité dans le cadre de démonstration, mais dans la vraie vie. Et on sait aussi, ça a été pas mal documenté, que le partage d'informations et de connaissances aide à intégrer voilà, les nouvelles connaissances, les pratiques qui sont apprises via les réseaux. Donc là, on est un peu dans le concept de la norme avec une question un peu d'émulation, vous voyez. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on sait déjà dans les travaux, c'est qu'on suppose, mais ce qu'on sait aussi, c'est que c'est des effets de pair, ça pourrait pas bien marcher. Et donc nous, on s'est penché sur 2 raisons majeures. Pourquoi mettre les gens en réseau en espérant qu'il y ait une espèce de mimétisme qui se crée vers un objectif qui serait sociétalement souhaitable, ne se produisent pas, il y a au moins un problème, c'est l'effet d'aubaine. C'est-à-dire que quand on crée un réseau spécifiquement designé pour la diffusion de nouvelles connaissances, d'innovations techniques qui n'ont pas été adoptées naturellement pour X raisons, profitabilité ou autre, et c'est que les gens qui vont dans ce réseau, évidemment, ils sont volontaires, donc ils ont un profil particulier. Et ça, bon, ça les rend structurellement différents de ceux qui ont choisi de ne pas rentrer dans le réseau. Donc on peut dire, évidemment, les gens qui rentrent dans le réseau, ils s'améliorent grâce au réseau dans le temps, mais est-ce qu'ils ne se seraient pas améliorés en dehors du réseau? C'était déjà des gens qui avaient un coût plus faible à changer de pratique. Et ça, cet effet, ce qu'on qualifie d'effet d'aubaine, ça réduit donc mécaniquement l'additionnalité des programmes publics, c'est-à-dire le gain environnemental supplémentaire occasionné par l'utilisation de l'argent du contribuable. On veut l'éviter à tout prix, cet effet d'aubaine, évidemment. Et donc, nous, notre travail économiste, c'est de le repérer les scénarios catastrophes où, dans le cas le plus extrême, on utiliserait l'argent pour ne rien améliorer de plus que ce qui se serait passé si on avait laissé passer. L'autre obstacle dans ces histoires de réseau, c'est essayer d'identifier l'individu qui va faire un peu catalyseur. Alors là, on a des intuitions, beaucoup aussi des économistes expérimentalistes et des sociologues qui disent qu'il peut y avoir des leaders dans la transition agroécologique, ça pourrait être intéressant, mais ce qu'on voit aussi, c'est que ces mêmes leaders, parfois, ils n'ont pas une notoriété locale super positive, et donc ces leaders, ils pourraient être des moutons noirs. Donc cette histoire de point d'injection du réseau, là, l'individu qui sera à même de diffuser la bonne parole, peut-être, mais on n'en a pas trop l'évidence. Donc, à la lumière de tout ce background-là, on a imaginé différentes études qui permettraient de répondre de manière quantitative et de manière assez précise à la question, est-ce que c'est intéressant de s'appuyer sur les réseaux de pairs pour diffuser les nouvelles connaissances? Sachant que là, on est vraiment au degré zéro de la transition agricole, c'est-à-dire déjà transmettre l'information. Il y a des nouvelles pratiques qui existent. Elles sont observables chez vos voisins, elles sont crédibles, et en plus, dans le cas d'une démonstration, vous pouvez vous-même vous faire une idée et éventuellement les assimiler. Donc on s'est fixé sur 2 types de réseaux. Évidemment, quand je parlais de réseau de pairs avec des démonstrations et des espèces de normes, vous avez de suite pensé au réseau défi, donc on ne s'est pas privé, on a exploité les données du SSP dans lequel on peut repérer les fermes défis pour essayer de mesurer ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que les gens qui sont dans défi, ils font mieux que ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas été dans défi? Donc on sait déjà que les gens qui sont dans défi se sont améliorés. Ça, l'IFT a baissé partout, ils ont bien fait leur travail. Nous, notre question d'économiste, c'est est-ce qu'ils n'auraient pas fait la même chose, puisque c'était des gars déjà motivés? Est-ce qu'ils n'auraient pas déjà fait la même chose en dehors de défi? Et puis s'agissant de la question du point d'injection, cet individu par lequel on va passer, qui fera la démonstration sur sa ferme, qui aura ce profil particulier de leader et, Inch'Allah, pas de mouton noir, ce réseau-là, il n'existe pas en France, donc on en a créé un qui a démarré en janvier, là, quand on aura eu le feu vert du comité d'éthique, ils sont très longs, en partenariat avec Landfiles. Alors voilà les résultats qu'on a trouvés pour défi. Je vais vous expliquer les deux études. Pour défi, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'additionnalité. Donc on savait déjà que défi avait des bonnes variations des indicateurs temporels. Ils ont réduit leurs IFT. Nous, ce qu'on a montré, c'est qu'ils avaient fait mieux que ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas été dans défi.
ces types de défis dont, je ne sais plus qui, Philippe disait avant, mais de toute façon, eux, ils rentrent dans défis, ils sont déjà à un IFT de moins que la moyenne nationale, certes. Ce qu'on voit sur ces graphiques-là, donc on s'intéressait à 2 types de fermes, les fermes défis, grande culture, panel de gauche, et les fermes qui déclarent dans les enquêtes du SSP qu'ils ont assisté à des démonstrations, à des visites de fermes défis, donc des gens du voisinage, n'est-ce pas? Donc les estimations que vous voyez là, le point là sur le segment, c'est l'écart entre l'IFT du bonhomme et ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été dans le programme. Quand ce point est sur un segment qui inclut 0, c'est-à-dire que ça manque de précision, peut-être que la vraie valeur c'est 0, mais peut-être que c'est autre chose, on n'a pas pu le mesurer avec précision. Donc en 2014, c'est le début du réseau, on n'a pas réussi à détecter quelque chose, ni sur les fermes défis, ni sur les fermes qui participent aux démonstrations. Par contre, sur 2017, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à le mesurer de manière assez précise. Pour les fermes défis, ça manque un petit peu de précision, mais quand même, on détecte quelque chose sur 2017, mais elles sont tellement peu nombreuses, on est sur des échantillons représentatifs, c'est pas incongru de ne pas avoir quelque chose de précis, mais on l'a quand même un peu, en fonction de la cohorte à laquelle on s'intéresse. Mais ce qui est vraiment frappant et super encourageant, c'est ce que vous voyez en bas à droite, donc des effets négatifs, hein, n'est-ce pas? La différence entre ce que je fais et ce que j'aurais fait si je n'avais pas été dedans, c'est négatif, donc une amélioration de l'indicateur, une diminution de l'IFT, pour 2017 et 2021, pour les cohortes dans lesquelles on a plus de fermes visiteuses qu'ailleurs. Donc le premier résultat important, c'était ça. C'est que les effets de réseau dans défi, ça marche. Ça marche et ça coûte pas cher, parce qu'une fois qu'on a formé les gars de gauche, ceux de droite, il y a juste à les inviter à la journée de démonstration. Donc eux, ils nous ont coûté 0, là, ceux de droite, et ils ont diminué l'IFT. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais Adé me corrigera. C'est si on multiplie par 2 la proportion des fermes visiteuses dans une cohorte, on diminue l'IFT de 10%, gratuitement. J'en viens à mes histoires de points d'injection. Donc là, c'est un truc un peu plus ambitieux parce qu'il a fallu créer le réseau nous-mêmes. On s'est mis donc en partenariat avec une boîte qui s'appelle Landfiles et qui est déjà une application mobile qui déjà met en lien des agriculteurs qui seraient intéressés de partager leurs pratiques entre eux. Et on a fait un contrat avec eux pour qu'ils designent leur plateforme de manière à se faire une expérimentation qu'on espère unique en France. J'espère qu'il n'y a pas d'autres gens que nous qui le faisons, parce qu'on y met beaucoup d'énergie. Et donc l'idée, c'est que les agriculteurs s'inscrivent sur la plateforme. Ils ont un accès gratuit pendant 18 mois à des contenus multimédia dans lesquels ils voient des portraits de fermes innovantes, donc des témoignages de gens qui font déjà l'agroécologie ou autre, des suivis d'essais agronomiques et des newsletters toutes les semaines pendant 18 mois. Et ils peuvent le faire sur leur ordinateur ou sur l'application mobile. Alors évidemment, c'est pas gratos. Quand ils rentrent dans cette application, ils rentrent dans notre protocole et ils ne savent pas qu'ils sont dans des bras de traitement différents. Ce qu'on a imaginé avec donc, Rose et Adélaïde, on a imaginé 3 bras de traitement. Celui qui est complètement à droite, le groupe C. Donc on va former des petits groupes de 10, dans lesquels il y aura toujours la même proportion de bonhommes orange, les pionniers, et de bonhommes verts, ordinaires. Et donc, j'ai représenté un groupe dans chacun des bras de traitement, mais évidemment, il y aura plein de petits groupes dans chacun des bras de traitement. Dans le groupe C, tous les bonhommes de tous les groupes reçoivent l'information directement. Dans les groupes A et B, on passe par des intermédiaires. Donc, c'est là qu'est notre histoire de point d'injection. Dans le groupe B, l'intermédiaire, vous le voyez, le point d'injection, c'est le bonhomme entouré en rouge, c'est un type ordinaire. Donc, entendez par là agriculture conventionnelle. Et dans le groupe A, dans le traitement A, le point d'injection, c'est un pionnier. Donc, quelqu'un qu'on a identifié, parce qu'on a des screening questions au niveau de l'inscription, comme quelqu'un qui est familier de la transition agroécologique, qui remplit certains critères pour être qualifié de pionnier, n'est-ce pas? Et donc voilà, on va lancer ce truc-là pendant 18 mois. On espère avoir une puissance statistique suffisante, c'est-à-dire avec beaucoup de participants. Et voilà. Si vous connaissez des gens intéressés, on l'a envoyé à des dizaines de milliers de personnes, hein, mais si vous connaissez des gens dont vous savez déjà qu'ils seront intéressés, il faut leur transmettre notre adresse projet Adico. L'idée, c'est de capter, non pas les gens qui sont déjà super bons, ni les super réfractaires, mais cette espèce de couronne-là, entre les deux, qui ne perdrait rien à être informés et voir de la transition. Et bien voilà, je m'arrête là. Merci Julie. Donc, beaucoup d'effets comportementaux apparemment. Donc on va passer la parole à Marianne qui va poursuivre le sujet sur les stratégies des producteurs en matière de protection des cultures dans le cadre du projet CAP 0 Phyto. Hein, c'est ça. Et tu es venu nous voir, alors je ne dirai pas pourquoi,
Tu es venu nous voir nous embêter dans le projet Vitae en complément. Je ne dirai pas pourquoi, parce que c'est toi qui vas nous le dire. Pourquoi tu nous as embêtés dans le projet Vitae, mais ça fait un lien entre les deux projets du PPR et c'est assez rare pour qu'on en parle aujourd'hui. Merci Eric. Donc Marianne Lefebvre de l'Université d'Angers, bien accompagnée de tous ces gens dont beaucoup sont dans la salle et vous les avez peut-être aussi déjà vus au micro. Alors, la question qu'on se pose, c'est... Julie nous a parlé de ce qui se passe quand des agriculteurs communiquent entre eux. Ici, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un agriculteur quand il doit écouter ou non un conseiller, un chercheur qui vient lui présenter des alternatives aux pesticides. Et donc, quels critères de choix ont en tête les producteurs au moment de sélectionner parmi une palette de stratégies de protection des cultures? Pourquoi on s'intéresse à cette question? Parce que on a des travaux sur la question depuis longtemps, hein, notamment Norton 76, mais les méthodes qui ont été beaucoup mobilisées pour répondre à cette première question sont des méthodes où on analyse les choix, quelles stratégies sont mobilisées dans les fermes, et on va, avec des techniques statistiques, économétriques, déterminer quels ont été les déterminants influençant ces choix. Nous, on s'est dit, on va faire plus simple, on va aller directement interroger le producteur. Quels critères de choix mobilisez-vous? Et pourquoi cette question elle nous semble importante? Parce que finalement, en tant que chercheur, on a besoin de fournir des indicateurs. On a vu tout à l'heure des toiles d'araignée dans les approches multicritères. Et sur une toile d'araignée, on ne peut pas mettre 50 critères. Donc il va falloir nous-mêmes choisir des critères, des indicateurs qu'on renseigne pour diffuser nos résultats de la recherche. Et de même, pour les conseillers, dans leur stratégie de communication avec les producteurs, ils vont devoir se centrer sur certains indicateurs. Alors, les indicateurs dont on parle, ici, les critères dont on parle, on en a vu pendant ces 2 jours. Le premier qui revient souvent, et on a une multiplicité d'indicateurs derrière ce grand critère, c'est l'efficacité face aux bioagresseurs. Mais on voit aussi que dans les analyses multicritères, on complète par des critères économiques, des critères organisationnels. On a de plus en plus de travaux sur les freins liés à l'organisation du travail quand on veut aller vers des systèmes moins intensifs en phyto. Et aussi tous les critères d'impact sur la santé et l'environnement. Donc, ce qu'on fait ici, c'est interroger des professionnels en charge de la conception de stratégies de protection des cultures, donc des chercheurs, des professionnels du conseil et des producteurs qui sont, eux, chargés de la mise en place de ces stratégies de protection des cultures. Et on fait ça dans 3 filières, le maraîchage et l'arboriculture, donc en lien avec le projet Cap Zéro Phyto, et la viticulture en lien avec le projet Vitae. Et en fait, la question qu'on pose, elle est suffisamment générique pour pouvoir être posée aussi dans d'autres systèmes de culture, mais on a testé cette méthode seulement sur ces 3 zootex. Juste par rencontre lors d'événements comme celui-ci, sans beaucoup plus de justification scientifique. Alors, juste pour préciser qu'on a un échantillon de producteurs qui est biaisé, avec des exploitations en moyenne 2 fois plus grandes que la population pour ces 3 zootex, et probablement aussi biaisé en termes de surface en agriculture biologique, qu'on n'a pas mesuré précisément, mais on sait qu'on a plus d'un tiers de l'échantillon qui a au moins une parcelle en agriculture biologique. Sur ces zootex-là, on est en moyenne à 23% de la SAU en bio, donc probablement aussi un peu biaisé dans ce sens. Alors, quelle est la question qu'on a posée à ces 3 types d'acteurs? C'est la suivante. On leur a présenté 30 critères qu'on a identifiés avec tout un travail en amont, qui sont susceptibles d'être pris en compte pour un choix ou des choix de stratégie de protection des cultures. Et aux producteurs, on a posé la question suivante. Quels critères sont importants pour vous en tant que producteur lorsque vous faites vos choix de stratégie? Et aux conseillers et chercheurs, on leur a demandé de se mettre à la place des producteurs en disant, selon vous, quels critères sont importants pour les producteurs lorsqu'ils font ces choix. Alors là, vous voyez une grille qui est déjà remplie. D'ailleurs, vous n'avez probablement pas réussi à lire. Mais on leur a fourni une grille vide. Et vous voyez que le choix, il est contraint par cette forme de pyramide inversée où il serait trop facile de dire que tout est important, donc de tout mettre à droite. Et non, en fait, il n'y a que 2 places à l'extrême droite. Et on demande de prioriser entre des critères extrêmement importants à droite et des critères pas du tout importants à gauche. Donc on a en tout les réponses, autant de grilles que de répondants. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est une analyse factorielle. Et on peut reconstituer la grille moyenne en fonction des profils. Donc là, on a identifié 4 profils. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une seule analyse
pour tous ces acteurs. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure des acteurs différents de la filière se positionnent différemment face à ces critères prioritaires. Le premier profil qui ressort, c'est ces acteurs qui sont particulièrement intéressés par des critères de rentabilité et d'organisation du travail. Donc, vous voyez les items qui ressortent à droite. Et ça s'illustre par ces verbatims, par exemple, où on a un conseiller qui nous dit que la maîtrise des coûts est un élément très important, mais aussi il faut que la stratégie de protection de culture qui est choisie soit compatible avec ce que le producteur peut mettre en place, donc sous-entendu dans les limites de son organisation du travail. On a un autre profil qui est relativement proche, où les critères de rentabilité, de rendement moyen, de coût de production se retrouvent aussi priorisés. Mais par contre, ce qui ressort particulièrement, c'est la question de la gestion du risque. Et donc là, le premier verbatim porte sur le critère de rendement. Le deuxième, qui est un maraîcher, nous dit installé en petite surface diversifiée, on a besoin de stabiliser les quantités produites, et notamment face à des aléas climatiques. Et dans le premier verbatim, on voit qu'on parle de volatilité des prix. Donc encore une fois, cette question de la gestion du risque. Le profil numéro 2, que je vous présente en troisième, pour voir si vous suivez encore à cette heure, donne une importance particulière aux impacts sur la santé, que ce soit la santé des travailleurs, des consommateurs, des riverains, ainsi que des indicateurs d'impact environnemental tels que la biodiversité ou la qualité de l'eau. Et enfin, le dernier profil, on appelle ça production intégrée parce que c'est un peu plus fourre-tout. Ce qui ressort, c'est le fait que il y a une vision dans la durée. L'objectif, c'est de pérenniser les entreprises. Et notamment, ce profil donne une importance particulière à la compatibilité avec ce qui existe déjà, les certifications, les cahiers des charges, tout en étant préoccupé aussi par des aspects santé. Alors, bon, comme pour tous ceux d'entre vous qui ont fait de l'analyse factorielle, vous savez bien qu'on peut avoir multiples versions de ce genre d'analyse. Ce qui nous intéresse, c'est ensuite de voir finalement qu'est-ce qui fait consensus et qui fait désaccord entre ces différents profils. Ce qui fait consensus, alors c'est probablement une vision très française des choses, c'est ce qui n'est pas important, ce qui est négatif. La rupture avec l'existant et le besoin de se former sont considérés comme des choses qui, pour tout le monde, ce n'est pas très important, probablement parce que c'est intégré que de toute façon, quand on est agriculteur, il va falloir, il faut être flexible et s'adapter au changement. Ce qui fait désaccord, c'est les aspects santé, les aspects organisation du travail, et la compatibilité avec la réglementation, les cahiers des charges, les certifications, qui sont considérés comme très importants dans le dans le profil qu'on a appelé vision intégrée, et beaucoup moins dans les autres facteurs. Alors, qu'il faut que je regarde pour que ça passe à la suivante? Je ne sais pas. Où est le... En bas? Voilà. Merci. Alors, vous voyez ici des simples statistiques de fréquence où, à droite, on voit la répartition des 3 acteurs qu'on a interrogés, producteurs en gris clair, conseillers en gris foncé et chercheurs en gris moyen, dans notre échantillon. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est comment ces 3 acteurs se répartissent dans les différents profils. Donc, ce qu'il faut, c'est comparer la valeur qui est tout à droite avec les valeurs qu'on retrouve dans chaque profil. Alors ici, c'est des simples stats de fréquence où on a forcé chaque individu à se retrouver prioritairement dans un profil. On retrouve, ces résultats sont robustes avec des analyses statistiques plus complexes. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une surreprésentation des chercheurs dans le facteur 2, dans le profil 2, qui donne une importance particulière aux impacts sur la santé et l'environnement. Et à l'inverse, on a une surreprésentation des conseillers dans le profil qui donne une importance particulière à la rentabilité et l'organisation du travail. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que quand on demande aux chercheurs et aux conseillers de réfléchir comme les producteurs, ils n'y arrivent pas complètement. Pourquoi? Parce qu'on a une diversité de producteurs. On voit que les producteurs sont répartis dans tous les profils, alors que les chercheurs pensent qu'il y a plus de producteurs dans le facteur 2, et les conseillers pensent qu'il y a plus de producteurs dans le facteur 1.
Alors, ce qu'on s'est dit, là, on a mis un peu les gens dans les boîtes, soit tu es conseiller, soit tu es chercheur, soit tu es producteur, mais est-ce qu'on n'a pas différents profils de chercheurs, différents profils de conseillers et aussi différents profils de producteurs qui sont plus ou moins en lien avec les autres? Et donc, on a constitué un score de proximité basé sur ces questions. Notamment, on a entendu les termes tout à l'heure, la co-construction, le fait que les chercheurs se sentent plus ou moins impliqués dans les activités de transfert, le fait que des producteurs aient des parcelles de leur ferme proposées pour de l'expérimentation. Donc, on a un score de proximité pour chacun de ces acteurs. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une bonne diversité. C'est les graphes de droite. Donc, on a de la variabilité dans cette variable-là. Néanmoins, elle n'explique rien du tout. Donc, autrement dit, notre hypothèse initiale que le fait d'être chercheur, conseiller ou producteur finalement détermine notre capacité à identifier les critères importants pour les producteurs, c'est ce qui domine par rapport à cette variable de proximité. Voilà, je ne voulais pas vous mettre ce moche tableau sous les yeux trop longtemps, mais c'est raté. Alors, pour conclure, ce qu'on voit, c'est que les producteurs sont hétérogènes. Alors, c'est un peu tarte à la crème de dire ça. Dans à peu près n'importe quelle étude d'économie, on va arriver à cette conclusion. Répartis entre les 4 profils. Mais la question qu'on doit se poser ensuite, c'est quels leviers du changement sont adaptés à chacun de ces profils. Et quand on a des producteurs qui nous disent que les critères liés à l'organisation du travail, qui sont dans le profil 1, sont particulièrement importants, ça nous interroge, nous, en disant, voilà, les solutions qu'on envisage ici, les combinaisons de leviers, il faut être capable d'identifier quels impacts ils auront en termes d'organisation du travail. Juste pour ne citer qu'un exemple. Et le corollaire de ça, c'est aussi de dire quels indicateurs la recherche doit-elle, premièrement, calculer. Donc, il y a toute une architecture de collecte de données aussi qui est, j'en conçois, très difficile à mettre à la fois dans les stations expérimentales, mais aussi dans les essais chez les producteurs, pour être en mesure de communiquer ces résultats. Et notamment, l'impact sur les coûts de production, ça se fait déjà. Sur l'organisation du travail, c'est plus difficile. Et aussi essayer de fournir des indicateurs sur les impacts sanitaires, environnementaux et l'aspect gestion du risque. Et deuxième grande conclusion, c'est qu'on voit, malheureusement on confirme que selon le rôle qu'on a dans la filière, les acteurs ont des profils de perception différents, avec des chercheurs qui sont plus susceptibles d'être associés au profil qui valorise l'impact sanitaire et environnemental des solutions, et les conseillers qui sont plus susceptibles d'appartenir aux facteurs dans lesquels la rentabilité et l'organisation du travail sont priorisés. Et la question qu'on doit se poser aussi, c'est comment on fait pour réduire ces écarts de perception, et probablement une journée comme aujourd'hui y contribue. Merci. Merci Marianne.